Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. La grippe aviaire en Guinée, alors que les fermiers durement frappés attendent des accompagnements de l'État. Ce sont des agents vétérinaires qui poursuivent les opérations d'abattage dans les fermes de Kakulimaya, dans la préfecture de Koya. Plus de 80 000 têtes de volailles sont déjà passées à mort. Les examens nationaux, les opérations de correction ont démarré depuis hier mercredi sur toute l'étendue du territoire national pour le certificat d'études élémentaires. Pendant ce temps, les derniers réglages vont bon train pour le démarrage ce vendredi du brevet d'études du premier cycle. Et puis jeudi sport, la rubrique c'est en fin de journal avec notamment la victoire ce soir du Sili national de Guinée contre le Malawi au compte des éliminatoires de la CAN 2023. Je vous le disais à l'instant, l'abattage des poules pondeuses atteintes ou soupçonnées de grippe aviaire se poursuit à Kakulimaya dans la préfecture de Koya. Cette fois-ci, ce sont 8000 poules qui sont abattues par les autorités du ministère de l'élevage. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ces fermiers n'ont bénéficié pour le moment d'aucun soutien. Notre équipe de reportage était à Koya où elle a assisté à une des opérations d'élimination de ces volailles. Alseni Bari, Aboubakar Din, Kamara. C'est ici que la grippe aviaire a fait son apparition le 13 mai dernier, causant la mort de 50 poules pondeuses. Avec l'arrivée des vétérinaires, 5000 volailles ont été abattues et incinérées. Aujourd'hui, les souvenirs sont encore durs à encaisser. Si ce n'est pas vous qui vient ou bien quelqu'un d'autre qui voulait visiter la ferme, je n'arrive même pas à venir ici. Parce que j'ai perdu tout que j'ai ici. Le virus se transmet vite. Finalement, toutes les cales et les fermes de la zone sont touchées. La dernière en date, c'est celle-ci. D'ailleurs, nous y trouvons des vétérinaires en pleine action. Derrière moi, 8000 poules pondeuses sont en train d'être embarquées pour être incinérées. Selon le ministère de l'élevage, ces poules sont atteintes de la grippe aviaire. Malgré ses pleurs, c'est Falilou qui va aider les agents à attraper les poules pondeuses. D'abord, entassées dans les sacs, suivra une mort lente et douloureuse. Étouffées, certaines se remuent encore. Dans cette opération, les agents sont protégés. Les fermiers ne le sont pas. À cette question, nous n'aurons qu'un silence coupable. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un risque sanitaire pour ceux qui ne sont pas protégés pour rentrer ici? Monsieur, est-ce qu'il y a un risque sanitaire pour ceux qui ne sont pas protégés qui rentrent ici? Seulement à Kakulimaya, on dénombre plus de 48 000 têtes abattues sur plus de 80 000 exécutés dans tout le pays. Plusieurs milliards perdus, une centaine de jeunes au chômage. C'est perdu à peu près 4 milliards d'essence. Dans ça, j'ai des crédits parce que les fermiers, tout le temps, il a des problèmes. On a des crédits. C'est calculé mon crédit à l'air là, c'est doit les ans à peu près 1,3 milliard. Pour le moment, aucune aide de l'État, juste des promesses qui tardent à se réaliser. Les toilettes du service de la maternité de l'hôpital Ignace Dine sont souvent fermées par les responsables pour diverses raisons, notamment lorsqu'elles sont bouchées. Le week-end dernier, notre rédaction a reçu des plaintes de certains patients. Ce mercredi, notre équipe est allée s'enquérir des réalités. Rosaline Goto, Monemo, Ibrahima Souma. Au-delà des frais d'hospitalisation, ils sont nombreux ces patients et accompagnateurs qui se plaignent du paiement de frais pour des toilettes externes de l'hôpital Ignace Dine et de sa fermeture dès 16 heures. Le week-end dernier, d'autres ont également signalé la fermeture des toilettes internes du service de la maternité. Ils fustigent cet état de fait et souhaitent une amélioration. Pendant toute la nuit, si tu veux sortir, tous les femmes ni hommes, ils prennent le pot. Or que chaque personne paye ici 180 000 pour une lit. Il y a certains
cabines 200 000, il y a certains 400 000. L'hôpital Ignace Dine est l'un des centres de référence en République de Guinée. Sur ces accusations, les responsables du service de la maternité disent que les toilettes sont toujours fonctionnelles, à moins qu'elles soient bouchées. C'est l'une des raisons de sa fermeture le week-end dernier. Ce jeudi, les agents d'entretien étaient à pied d'œuvre pour rendre utilisables ces lieux. Il y a des poubelles dans les toilettes. Mais les femmes qui utilisent ces toilettes-là ou les accompagnants prennent leurs pampers, les serviettes hygiéniques, ils mettent dans le trou. Donc ça fait boucher les toilettes. Quand c'est bouché, on est obligé de fermer. Le service de la maternité de l'hôpital Ignace Dine gère près de 10 agents d'entretien. Fodé Camara est l'un d'eux. Depuis 3 ans, il travaille dans ce service. Au-delà de l'hygiène des toilettes internes, il s'occupe également de la propriété des toilettes externes. Un espace qu'il a rendu payant et trouve que cela a été le souhait du bailleur pour un bon entretien des lieux. L'argent que je reçois, personne ne me demande des comptes. L'essentiel est que les toilettes soient propres. La direction me paye également à la fin de chaque mois. Les responsables du service de la maternité de l'hôpital Ignace Dine invitent les patients et visiteurs du centre à une bonne utilisation des toilettes tout en mettant les déchets dans les poubelles placées un peu partout afin d'éviter désormais que les douches se bouchent. Jusque-là, l'État guinéen n'a muté aucun médecin au poste de santé de Roum. Des touristes traversent des kilomètres en mer pour s'offrir une prise en charge sanitaire. À ce jour, le poste de santé de Roum est animé par 2 infirmiers volontaires qui évoluent avec les moyens de bord. Ils demandent un coup de main des autorités en faveur de la communauté de Roum. Ali Badara Camara et Ibrahima Sori Camara. C'est l'une des îles les plus convoitées par les touristes. Avec une population d'un peu plus de 1400 habitants, les insulaires du Roum ne sont pas à l'abri des risques sanitaires. Ici, le taux de natalité s'accroît au jour le jour. Des femmes enceintes traversent difficilement la mer pour le respect du calendrier vaccinal. Elles sont consultées à partir de ce poste de santé par 2 infirmiers qui travaillent volontairement. On n'est pas payé par l'État, on n'est pas contractuel, juste on fait le volontariat ici. Tu as vu, des fois on s'échange, chacun, voilà, des fois lui va faire quelques temps à Conakry, et moi je suis là, et quand il est là, moi je traverse aussi. À Roum, les cas de paludisme sont les plus fréquents à ce poste de santé. Dans le poste, seulement 3 lits d'hospitalisation pour tout le village. Toutefois, le besoin médical augmente tous les jours. Ici, le besoin est pressant pour ce qui est des matériels de travail et des produits pharmaceutiques. Au point de vue médical, l'équipement, il y a manque un peu de l'équipement. En dépit des conditions de travail, les animateurs du poste de santé de Roum sollicitent une prise en charge de l'État. Comme nous avons eu le courage d'être ici, parce que 80% des fonctionnaires métiers ici n'acceptent pas de rester. Si nous sommes aussi en fonction publique, on est payé à la fin du mois. Est-ce qu'on peut perdre le courage? Non. Donc c'est ça. Construit depuis des décennies, le poste de santé de Roum n'a jamais bénéficié d'un projet d'extension, encore moins de rénovation. Une seule chose retient ces agents de santé publique, c'est le courage. Un groupe de syndicalistes réunis autour du SNE dresse un bilan à mi-parcours des examens nationaux. Les remarques sont portées essentiellement sur le certificat d'études élémentaires. Au cours d'un point de presse animé ce jeudi à Conakry, ils ont entre autres dénoncé le déficit de consommables dans les salles d'examen, la qualité des sujets et le processus de l'évaluation. Djibril Ba à Tierno-Sadouba. Après la fin du certificat d'études élémentaires, l'heure est au bilan pour ces syndicalistes de faire un rapport. Bien avant le début de l'évaluation, ils ont mis en place un système de monitoring pour faire leur constat. Alors, la qualité des sujets est indexée. Si on prend par exemple la dernière épreuve, comment on peut laisser passer un événement? On dit 5 septembre 2022 alors que c'est 5 septembre 2021. Donc, c'est aux enfants, les enfants même ont signalé. Des erreurs,
Des fautes d'orthographe ont été relevées, mais cet autre constat du premier jour de l'examen ne laisse pas de marbre les conférenciers. 2 enfants au niveau de l'enseignant barrage, entre l'enseignant barrage et Dapopa, ont été foudroyés par des branches d'arbres. Un du nom de Mohamed Silla et un autre Mamadi Diallo, qui ont été transportés d'urgence à l'hôpital Ignace Dine par le DCE par intérim M. Sekou Kaba. Pas seulement. Michel Pépé Balamou précise ceci. Sans oublier aussi les matériels, les consommables qui n'existaient pas dans les centres, les craies, les agrafeuses, les bics et tant d'autres matériels didactiques qui devraient être utilisés lors de ce premier examen. Vendredi, c'est au tour des candidats au BEPC. Ces syndicalistes ne souhaitent pas revoir de tels manquements jusqu'à la fin des examens. Après les évaluations, place à la correction des copies. C'est ce mercredi que les opérations démarrent sur toute l'étendue du territoire national. Les candidats cette année pourraient ne pas avoir à attendre longtemps pour connaître leurs résultats. À Matoto, où notre équipe s'est rendue, les travaux ont été repartis en commission et tout semble bien se dérouler. Reportage Mohamed Valek Touré et Abdoulaye Kamara. Selon certaines indiscrétions, tout se déroule bien dans les différentes commissions de correction sous le regard des superviseurs et conformément aux instructions de la direction des examens. Pour la commune de Matoto, ils sont au total 25 000 candidats à se présenter, dont 24 000 retenus. La correction suit son cours normal. Tout le collectif, on les a réunis et par après on a démarré d'abord par le partage des copies. On a trié, on a partagé tout par classe et on a mis tout par section. On a eu au moins 4 salles pour la correction et chaque classe au moins a au moins le nombre de 17-18 candidats 18 correcteurs par salle. Après les phases écrites et orales qui se sont déroulées il y a de cela une semaine, les correcteurs évaluent désormais les performances des enfants. Les contrôleurs et les chefs des sous-commissions ont des piles de copies à voir minutieusement. Les correcteurs sont répartis en 3 groupes. Il y a un premier groupe qui conditionne les plis et qui les met dans l'état de 1000 et qui envoie au groupe qui corrige. Et quand ce groupe-là finit, on nous envoie, nous faisons le relevé des notes. Et là, nous avons des fiches qui contiennent les anneaux et avec les copies qui sont là. Pour le moment, aucune anomalie. Tout se passe dans les meilleures conditions. Nous avons commencé depuis avant-hier. Nous sommes sur la 2e matière aujourd'hui. Mais il y a 3 équipes qui évoluent. L'autre innovation, c'est aussi la prestation de serment de l'ensemble des correcteurs qui sont impliqués dans le processus des examens scolaires au compte de l'année 2022. Tout ceci pour aboutir à des résultats crédibles qui reflètent le véritable niveau des apprenants. Dans le même cadre, 171 935 candidats, dont 74 627 filles, prendront part vendredi au brevet d'études du premier cycle sur le territoire national dans les centres, écoles et directions communales. L'heure est au dernier réglage en ce qui concerne la commune de Matam où notre équipe a fait un tour ce jeudi. Des candidats attendent toujours la fiche des PV. Reportage Diana Bangoura et Ibrahima Sori. Prévu pour 5 jours, les candidats au brevet d'études du premier cycle affrontent les premières épreuves demain vendredi avec la rédaction et l'histoire. Dans les salles de classe, tout comme dans les rues, les candidats sont à pied d'œuvre pour passer ces évaluations dans les meilleures conditions. Les préparatifs, en fait, ça se passe très bien. Nous, les candidats qui sommes là, il y a d'autres qui sont partis voir leur centre. Même nous, on est partis voir notre centre. Mais d'abord, les délégués des écoles n'ont pas fini d'afficher d'abord le numéro des tables. Dans la cour de l'école primaire Lansé-Bougny, un des centres du BEPC, les candidats défilent devant les classes dans le but d'identifier leur salle. À l'intérieur, des matériels sont visibles. On est venu chercher notre centre, mais malheureusement, on n'a pas encore affiché nos PV, donc on nous a dit de revenir encore à 15h. 5 445 candidats,
dont 2250 filles pour l'enseignement général et 112 candidats pour 35 filles en franco-arabe qui sont concernés dans la commune de Matam. À la DCE, le directeur communal de l'éducation de Matam reçoit les délégués pour la signature des ordres de mission, la remise de l'emploi du temps, ensuite échanger sur les dispositifs. Nous avons 14 centres, 13 centres d'enseignement général et 11 centres de franco-arabe, n'est-ce pas? Et dans tous ces centres, aujourd'hui, à date, tout est prêt. Les surveillants sont identifiés, les salles sont identifiées, les salles sont équipées en tableau-banc, n'est-ce pas? Les candidats ont identifié leurs salles et ils ont tous leur carte spéciale examen. Pendant ce temps, certains établissements privés retenus à cet effet ont mentionné les PV sur les tables-bancs. À noter que seuls les délégués sont habilités à détenir un téléphone dans les centres pendant ces examens nationaux. Après l'université de l'Abbé, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est rendue à l'Institut des sciences vétérinaires de Dalaba ce mercredi en compagnie de sa collègue de la pêche et de l'économie maritime. Elles ont signé un protocole d'entente tripartite avec les ministères de l'Enseignement supérieur, de la pêche et celui de l'agriculture. Ce protocole vise à accompagner les étudiants de cet institut dans la construction des programmes d'enseignement et de formation. Suivez. Durant ce séjour, les deux ministres ont commencé par visiter les étangs piscicoles au compte de l'Institut, mais aussi les services pédagogiques et scientifiques. Ensuite, les deux autres ont rencontré les étudiants qui ont mis l'occasion à profit pour interpeller la responsable du département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nous voudrions de bien vouloir doter l'Institut supérieur des sciences et de médecine vétérinaire de Dalaba d'un centre mixte d'expérimentation relatif aux 3 départements, d'un incubateur d'entreprise pour encourager les étudiants à se lancer dans l'entrepreneuriat, car l'État ne peut pas employer tout le monde. En réaction, Dr Jaka Sidibé dit prendre note et rassure que son département, conformément à sa feuille de route, apportera des solutions au fur et à mesure à la problématique étudiante. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'elle a signé un protocole d'entente tripartite avec les départements de l'agriculture et de l'élevage, mais aussi de la pêche et de l'économie maritime. Ce protocole s'étale sur la formation, l'accompagnement des étudiants, des chercheurs aussi de l'institution, dans la co-construction des programmes, dans la recherche scientifique, dans la valorisation des ressources halieutiques et sur toute la chaîne de valeur en fait, de l'économie primaire qui est de notre pays. Mettre l'enseignement et la recherche scientifique au centre du développement des secteurs socio-économiques de notre pays, c'est le but de ce protocole d'entente tripartite. Aider les étudiants à faire de la recherche pour l'alimentation des poissons, à faire de la recherche pour faire déjà de la reproduction artificielle et pour faire de la pisciculture vraiment intensive. Parce qu'on veut que la pisciculture nous aide à assurer la sécurité alimentaire de la population guinéenne. La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a invité les étudiants à saisir les opportunités à travers le guichet étudiant du Fonds du développement agricole du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Ceci pour le développement des projets d'insertion socio-professionnelle. Et si l'immersion du gouvernement à l'intérieur du pays était la solution pour relancer les activités touristiques, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat s'est rendu dans la sous-préfecture de Diari pour visiter les sites touristiques. Alpha Souma constate que le site est non seulement sous-exploité, mais aussi mal entretenu. Il promet de rectifier le tir une fois à Conakry. Mamoudou Bouléré Diallo nous propose un condensé. D'abord, un conseil de cabinet au musée régional de l'Abbé. Après les échanges, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat décide de se rendre dans la sous-préfecture de Diari pour visiter le chute de Sala. Sur place, le sous-préfet déplore d'abord le manque d'accompagnement de l'État avant de déclarer que le site est abandonné depuis des décennies. C'est de faire face pour qu'on puisse vraiment mettre ça dans le portefeuille de l'État et qu'il y ait une bonne gestion, parce que le site de Sala est pratiquement abandonné. Pourtant, la nature est attrayante à Sala avec un paysage enviable
et un climat favorable. La température varie généralement de moins 11 à 20 degrés Celsius et rarement inférieure à moins 17 degrés Celsius ou supérieure à 26 degrés Celsius. Le ministre dresse son constat. Vous voyez derrière moi une image vraiment idyllique d'un endroit touristique rêvé. Beaucoup de potentialités, de non-potentialités touristiques, mais l'accueil n'est pas là. Et quand un campement a été construit dans ce sens-là, malheureusement c'est mal exploité. Les villageois essayent tant bien que mal de faire marcher les lieux. Malheureusement, la structure qui a été mise en place ne fonctionne pas très bien. À écouter les responsables locaux aussi, la gestion de ce site touristique ne profite pas à l'État. L'inspecteur régional de la culture sollicite une réglementation avec des actes juridiques. Actuellement, le département dont je représente à l'Abbé n'est pas imprégné de la situation. Partout où tu passes pour savoir réellement qu'est-ce qui se passe sur ce site, tu n'arrives pas à voir les réalités. Donc nous appelons tous les professionnels du domaine qui ont la gestion de ces domaines touristiques, de ces sites touristiques, de venir nous voir pour qu'ensemble nous voyons comment évoluer. Le ministre Alpha Souma promet de formaliser la gestion des chutes de Salah dans un bref délai. Autre chose dans cette édition tenue ce mercredi d'un atelier de renforcement de capacité des conseillers nationaux de la transition sur l'inclusion des handicapés. L'objectif pour l'UNICEF et le CNT est de promouvoir le droit à la survie, au développement, à la protection, surtout à la participation de tous les enfants vulnérables en Guinée. Marissa Camara commente les images d'Ibrahima Sori et Camara. Pour améliorer les conditions durables et éliminer toutes les formes de discrimination afin de donner de l'espoir à ces personnes vivant avec handicap, les autorités guinéennes ont adopté la loi portant protection et promotion des personnes handicapées en Guinée sous l'impulsion du président de la transition. L'inclusion de la problématique du handicap dans la législation, les politiques et programmes nationaux reste une priorité des Nations Unies en général et de l'UNICEF en particulier depuis l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant en 1989. De nombreuses personnes handicapées ne se sont pas fait recenser. Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé affirme que le nombre des personnes handicapées de notre pays est estimé à 15% des populations globales, soit 1 350 000 personnes handicapées. La majorité des personnes handicapées ne contribuent à rien à la vie économique et sociale du pays, parce qu'elles sont exclues et marginalisées au sein de leur communauté. Si les personnes handicapées plaident pour leurs droits, cela prouve à suffisance que le pays qui les accueille est encore loin de la démocratie, souligne le président du CNT, Dansa Kourouma. Ça veut dire que la manière dont les personnes handicapées sont regardées dans notre société, quand elles sont discriminées, abandonnées, ségréguées, parfois sacrifiées, ça veut dire qu'on est très loin d'atteindre nos objectifs en matière de démocratie. 1,8% des personnes handicapées n'ont pas la possibilité de faire un choix pendant les élections à cause de plusieurs facteurs. Et cela reste une préoccupation essentielle pour le président de la transition. Lancement officiel ce mercredi à Kankan des opérations de délivrance des nouveaux permis de conduire biométriques. C'est le commandant de la 3e région militaire du camp Sundiata de Kankan qui a présidé la cérémonie en présence de plusieurs cadres de la région et des leaders religieux. Alpha Marcoïta. C'est un projet du système de gestion intégré du permis de conduire SIGPC rendu possible grâce à une convention BOT conclue entre l'État guinéen et la société Thomas Grec. En lançant ces opérations, le ministre des Infrastructures et des Transports nourrit l'ambition d'une nouvelle ère qui permet l'établissement des documents sécurisés attestant au niveau national et international l'aptitude à la conduite automobile. Pour être en possession de ce nouveau permis de conduire, le superviseur des opérations à l'intérieur du pays revient sur des formalités à remplir. Le paiement se fera à EcoBank ou sur la plateforme Orange Money. Option service de l'État. La capture des données biographiques et biométriques.
La visite médicale est une innovation sur le nouveau permis de conduite biométrique et le délai prévu pour la livraison est de 14 jours ouvrables. Des anciens permis de conduire arriveront à échéance le 31 décembre prochain. Le directeur régional de la police de Kankan vient de se faire enrôler. Pour lui, ce nouveau système de gestion des permis de conduire est d'une importance capitale pour son service. Cela nous facilite le travail parce qu'à la longue, quand tous ces documents-là seront mis dans le système, le contrôle nous sera beaucoup plus facile que d'ordinaire. Parce qu'avec ça, les faux documents ne pourront plus passer. Après avoir visité les différents sites mis en place à cet effet, le commandant de la 3e région militaire du camp Sundiata Keïta de Kankan se dit satisfait de l'initiative et lance un appel à la population. Ça va nous permettre vraiment d'avoir des chauffeurs dignes du nom pour nous épargner des accidents qui endeuillent les familles. Donc je demande à la population vraiment de venir vraiment se faire enrôler ici. Et c'est aussi un acte citoyen. Ça va permettre aussi de renforcer les caisses de l'État. Après Zérékoré et Kankan, la préfecture de Sigiring constitue ce jeudi la 3e étape de lancement des activités de délivrance des permis de conduire biométriques en République de Guinée. Toujours à Kankan, un jeune motard a été écrasé ce mercredi par un camion-citerne rempli d'eau. Le drame s'est produit à la place des Martyrs. Alpha Omar Koïta, notre correspondant régional. Élève de la 9e année, Mamad Alpha Diallo a été heurté ce mercredi par un camion-citerne alors qu'il se rendait à moto au quartier Énergie. Évacué d'urgence à l'hôpital régional de Kankan, le jeune homme a succombé à ses blessures. La victime a été reçue dans un contexte de polytraumatisme avec un traumatisme fermé du thorax et des traumatismes avec des plaies superficielles du visage. Donc, globalement, c'est une victime qui est venue dans un état d'inconscience où on ne percevait pas le rythme cardiaque et pas de mouvement respiratoire. En un mot, c'est un corps que nous avons reçu. Amadou Diallo est le père du jeune garçon. Il explique comment il a été informé de la mort de son enfant. J'ai reçu un appel en m'annonçant que mon fils a fait un accident et qu'on lui a évacué à l'hôpital. Aussitôt, je me suis rendu sur les lieux et j'ai trouvé qu'il a rendu là. Cet enfant était tout pour moi. Le corps de la victime a été remis à ses parents dans l'après-midi de ce mercredi pour son inhumation. Et dans un instant, c'est le sport dans cette édition. Bonsoir Alseni et bienvenue à vous. Oui, bonsoir Binta, bonsoir à tous. Nous entamons avec cette bonne nouvelle. Le Sili national s'impose sur un score de 1-0 face au Malawi, Alseni. Ah oui, effectivement, Binta, comme vous le savez, c'est dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, une compétition qui se jouera du côté de la Côte d'Ivoire. La Guinée donc s'est imposée 1-0, un but inscrit par le joueur de Liverpool, Naby Keïta, dans les arrêts de jeu de cette partie. Donc, vous aurez donc le résumé de cette rencontre avec Mohamed Sissé et Mohamed Bangoura. C'est dans une ambiance extraordinaire que le Sili national a remporté son premier match ici à Conakry, au stade général Lansana Conté de Nongo. Après avoir épongé toutes les peines du monde dans cette rencontre, la Guinée a fini par tirer profit dans cette partie. Le sélectionneur national Kaba Diawara s'en réjouit. Je suis très content, je suis vraiment content parce que dans les scénarios les plus fous, on n'aurait pas pu penser marquer à la dernière minute. Et on avait préparé des scénarios A, des scénarios B, qu'on devait marquer dans le premier quart d'heure ou dans le deuxième quart d'heure, en début de deuxième période. Et rien de tout ça s'est passé. Et pourtant, on avait demandé aux garçons de presser. On a eu des occasions. Je crois même qu'en première période, on aurait pu avoir un penalty. Bref, on n'a pas pu marquer. Un manque d'efficacité, mais sur la fin, notre meneur, notre leader a su nous délivrer. Donc je suis vraiment content parce que même dans les scénarios les plus fous, on n'aurait pas pu espérer mieux. Poussés par son public, les Guinéens ont régné en maître absolu tout au long de la rencontre. Cela s'est fait remarquer dès après le but victorieux inscrit par Naby Keïta. Le sélectionneur pense que ses attaquants ont un problème de confiance. C'est le manque de confiance et
en fait, on n'est pas en sécurité. Il faut apprendre, bien sûr, à jouer tout en plus haut, mais après, avec la chaleur et le fait de ne pas marquer, ça fait perdre la confiance, donc on préfère se rassurer à faire des petites passes. La Guinée ne pourra malheureusement pas disputer les 2 prochaines sorties à domicile, ce après que le stade ne soit pas définitivement homologué par la Confédération africaine de football, mais aussi par le comportement de quelques supporters remarqués cet après-midi. Kaba Diawara ne digère pas cet état de fait. Je suis un peu déçu parce qu'on voit que vraiment les supporters, ils ont envie de voir le Sili gagner, mais donc on avait dit qu'il fallait avoir 15 000 et en fait ils sont rentrés, je pense, à 30 000. Donc ça, c'est clair qu'on va être suspendu une fois, ça c'est sûr. Et sur le but, ils sont rentrés encore sur le terrain, donc on va être encore une fois suspendu. Donc je pense qu'on ne verra pas le Sili national en Guinée au moins jusqu'au mois de mars, voire juin prochain. C'est un peu dommage. Une défaite et une victoire. Les joueurs guinéens repartiront donc en vacances avec un bilan reluisant. Dans une rencontre délocalisée du côté de Lilongwe, c'est la capitale malawite, que l'Éthiopie déjoue les pronostics en faisant chuter l'Égypte, les septuples champions d'Afrique, perd sur le score de 2-0 face à l'équipe d'Éthiopie. Et il faut le rappeler, hein, les 3 équipes qui constituent la poule D, toutes ont 3 points, donc à égalité, bien évidemment, les 4 équipes. Et puis lors de la 3e et la 4e journée, la Guinée jouera en double confrontation contre l'Éthiopie et donc l'Égypte sera face au Malawi également en double confrontation. Justement, dites-nous Alcini, quels sont les résultats des autres matchs de cette 2e journée éliminatoire de la CAN 2023? Ah oui, vous savez, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu des résultats plus ou moins difficiles pour les cadors africains. La Guinée-Bissau donc a cartonné Sao Tomé Principe sur le score de 5-1. Dans la même poule, donc le Nigeria a bien lancé sa campagne en battant donc difficilement la Sierra Leone sur le score de 2-1. Et puis le Mali a renversé le Soudan du Sud de 3-1 dans le groupe G. Coup d'arrêt pour la Côte d'Ivoire. 6 jours après leur succès sur la Zambie 3-1, les éléphants n'ont pu faire mieux qu'un résultat nul et vierge au Lesotho 0-0. Le Maroc et l'Afrique du Sud se neutralisent sur le score d'1 but partout. Le Cameroun l'a emporté sur la pelouse du Burundi dans le groupe C. Et Hector Cooper n'est plus le sélectionneur de la RDC. Ah oui, au lendemain donc de la défaite des Léopards de la RDC face au Soudan sur le score de 2-1 dans le cadre toujours des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Congolais donc ont vécu cette défaite comme une humiliation. L'entraîneur argentin va être débarqué dans les prochaines heures pour manquement à ses devoirs d'entraîneur, notamment la non-amélioration des performances de l'équipe nationale. Après 2 journées, les Léopards, privés de la dernière CAN et de la prochaine Coupe du Monde, sont derniers de leur groupe à déjà 4 points du Gabon et de la Mauritanie. Et autre chose, Alceni, Mohamed Salah élu meilleur joueur de Première Ligue. Amplement mérité pour le pharaon égyptien, justement, qui n'a pas joué contre l'Éthiopie cet après-midi parce que le joueur est blessé. Mais il a été donc tout de même élu meilleur joueur de la Première Ligue. Il faut le rappeler, il a marqué 23 buts et a distillé 13 passes décisives. Mohamed Salah, 29 ans, a logiquement été élu meilleur joueur de Première Ligue par ses pairs, malgré une seconde partie de saison bien plus compliquée. L'ailier de Liverpool, qui a survolé la phase aller, a maintenu son avance sur la concurrence. Il obtient cette récompense pour la 2e fois de sa carrière après 2017-2018 et rejoint Mark Hughes, Alan Shearer, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale et Kevin De Bruyne, seul joueur à avoir été sacré 2 fois dans cette catégorie. Et toute autre chose, le championnat d'Afrique d'athlétisme, Béatrice Cheb est championne du 5000 mètres. Ah oui, c'est une femme brave, une femme battante, puisqu'elle a réussi quand même à performer avec bien évidemment les 5000 mètres. La Kenyane s'est imposée donc c'est jeudi en finale. La fondeuse de 22 ans devance l'Éthiopienne Fantai Beline et sa compatriote Caroline Niaga. C'est d'ailleurs la 3e médaille d'or kenyane dans ces championnats d'Afrique d'athlétisme. Ferdinand Omanyala a remporté
remporté le 100 mètres, tandis que Winnie Chebe a conservé sa couronne aux 1500 mètres. Et merci à vous, Alceni, pour toutes ces informations. Merci beaucoup, Binta, ça a été un plaisir. Restez avec nous, nos publi-reportages, c'est juste après cette courte pause. Plusieurs jeunes étudiants viennent de bénéficier d'une formation en communication politique. L'initiative est du Parti de l'Espoir pour le développement national qui se lance dans une démarche d'éducation citoyenne. Et la deuxième promotion de l'Institut privé de santé Dr Saramanan Sandouno de Bokeh a présenté la semaine dernière son rapport de fin d'études. Et puis le réseau Environnement Bauxite en collaboration avec le gouvernorat à travers l'inspection régionale de l'environnement de Bokeh a organisé une journée dédiée à l'environnement. Objectif, communiquer sur l'intérêt global de la protection de l'environnement. Suivez. Ils sont plus de 150 jeunes étudiants issus des universités de Conakry à bénéficier de cette formation en communication politique initiée par le Parti de l'Espoir pour le développement national. Dans la vie politique, les jeunes sont souvent manipulés puisqu'ils ignorent les contours de la politique. Cette formation est donc l'initiative de la cellule de communication du PADES pour permettre à ces jeunes désormais de comprendre et décortiquer les différents langages politiques. Qu'ils soient de PADES ou pas de PADES, l'essentiel pour nous, c'était d'amener cette jeunesse estudiantine à comprendre le langage politique afin de leur permettre d'éviter des pièges, parfois tendus par les acteurs politiques. Ils ne sont pas que des militants du PADES à suivre cette formation. Ces jeunes sont ceux désireux d'agrandir leurs connaissances intellectuelles. Le coordinateur national du PADES vante les mérites du parti qui s'inscrit dans la démarche de l'éducation citoyenne. C'est une fierté parce que vous n'êtes pas sans savoir que les partis politiques, l'un de leurs rôles, c'est d'éduquer effectivement la masse populaire. Et pour éduquer le peuple, je pense bien qu'une telle formation en communication politique est nécessaire. Ces jeunes se disent désormais capables de comprendre les différents langages politiques pour éviter des manipulations. Lorsque je dois voter aujourd'hui, je sais sur quelle base voter. Lorsque je dois écouter les propos aujourd'hui des acteurs politiques, je sais quels sont les propos qui peuvent, quels sont les propos objectifs et non objectifs. La formation est à sa deuxième phase et le PADES compte l'étendre pour toucher plus de jeunes étudiants guinéens. Après 3 ans d'apprentissage théorique et pratique, la deuxième promotion des étudiants de l'Institut privé de santé Dr Saramanan Sandouno de Bokeh a débuté l'examen de sortie le lundi dernier pour permettre à ces candidats de mieux saisir le contenu des modules enseignés, mais aussi approfondir les connaissances sur la prise en charge de certaines pathologies. La Fondation, en collaboration avec les membres de la direction, a préféré partager les thèmes à ses apprenants. On a vu que c'est important quand un enfant fait 3 ans de formation, il faut qu'il prouve ça. C'est une manière de les pousser à chercher, à connaître effectivement ce qu'ils ont fait durant les 3 années. Cette cérémonie de présentation des rapports a permis aux étudiants sages-femmes et infirmiers d'État constitués en 10 groupes de développer les thèmes comme le paludisme, la tuberculose, le pathogramme, suivi de l'accouchement et la prise en charge de la malnutrition. En prenant les thèmes pour distribuer aux étudiants, pour aller faire des recherches, afin de venir faire la présentation de l'effet cycle. Et c'est ce qui nous a permis d'obtenir aujourd'hui les résultats que nous avons. Pour connaître la valeur intrinsèque de chaque étudiant et la qualité des recherches des différents groupes, un jury a été mis en place. Les remarques de son président sont satisfaisantes. Donc c'est vraiment avec satisfaction que je prends la parole pour dire bravo aux organisateurs, bravo aux fondateurs, mais aussi bravo à tous les encadreurs et les étudiants pour vraiment la qualité de la présentation de ces différents thèmes. Certes, tout n'a pas été facile pour ces étudiants.
Avec quelques contraintes enregistrées pendant cette période de recherche, ils se disent mieux outillés pour affronter les épreuves théoriques et pratiques des examens de sortie. Nous sommes capables et nous sommes encore décidés encore très motifs pour servir encore d'autres services. REB, entendez Réseau Environnement Bauxite, est une plateforme des entreprises minières évoluant dans la région administrative de Boké, dont AMR, GAC, CBG, SMB, AMC et Bel Air Mining, qui conjuguent les efforts pour interpeller la conscience de la population et les autorités locales sur la protection de l'environnement. Aujourd'hui, on avait les élèves des écoles élémentaires de Boké, les étudiants de l'Institut supérieur de mines et géologie de Boké, les étudiants du CFP. Et donc, tout ça, c'est dans le but de leur dire oui, l'environnement, c'est pour nous tous. Quand on le conserve, c'est pour l'intérêt de l'humanité. Organisée dans l'enceinte de la Maison des Jeunes de Boké, cette cérémonie a débuté par un carnaval au centre-ville de la commune urbaine. L'inspecteur régional de l'environnement, conscient des résultats, pense que l'organisation d'une telle cérémonie pourra changer la donne dans cette zone minière. Je crois qu'à l'issue de cette fête, chacun va se mettre à la tâche et si tout le monde respecte cet engagement, on aura dans si peu de temps le couvert végétal vraiment rempli de bois et d'arbres. Parce que ne restez pas sans savoir que les sociétés étaient là. Ils ont des plans de gestion environnementale. Ils vont veiller au respect de ce plan. Président de la cérémonie d'ouverture, le préfet de Boké, après avoir exprimé sa reconnaissance à l'initiative de la plateforme de ces sociétés minières, a fait des recommandations à l'endroit des autres entreprises à en faire autant. De reboiser les zones détruites. Nous allons faire une retrouvaille avec les acteurs de l'environnement autour de ça. Parce que je vais exiger tant que je suis là. La cérémonie a pris fin par la prestation du club littéraire Dina Salifou Kamara de Boké sur la déforestation, la perception de certains citoyens de l'exploitation minière et la cohabitation entre les entreprises et la communauté. Et c'est comme ça qu'on se quitte au compte de cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.